Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Netflix just made a huge mistake. Ah oui, mais vous êtes carrément les gros bâtards qu'on n'aime pas. Excusez-moi monsieur, on va y aller. Bonne journée. C'est les gros bâtards qu'on n'aime pas. Ça fait des années qu'on se plaint que les touristes font que passer. Faut faire un truc attractif, monsieur le maire. Il y a un islam municipal depuis les années 90, alimenté, organisé par les élus municipaux. Vous foutez la chair. Pas mal, non? C'est français. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ça fait 5 ans, hein? Ça fait 5 ans, ça fait 1000 ans, ça fait 3000 ans. Mais la guerre à tous les étages, à haut bruit, à bas bruit. Et là, on va en parler, effectivement, de ce qui s'est passé à Marseille, hier. À Marseille, sur le parvis de la gare de Marseille-Saint-Charles. Vous allez voir, et vous allez penser à ce que disait le maire de Lyon, Gérard Collomb. On n'est plus face à face, on n'est plus côte à côte, on est face à face. Et quel face à face, hein. Et puis nous allons recevoir Jules Laurence, qui est le rédacteur en chef du magazine Frontières. Et ils ont fait une enquête, en général ils font d'excellentes enquêtes, et je veux dire sur les maires soupçonnés, en tout cas, de fricoter, en tout cas d'être très bien avec l'islamisme radical. Et ils n'y vont pas de main morte à Frontières, ils appellent ça collabo, ces maires complices de l'islamisme. Collabo, c'est très 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 fort ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben on va en parler de ce qui se passe effectivement toujours en France. Et puis après... Qu'est-ce qui se passe alors au niveau du monde, au niveau des millions d'Américains qui se désabonnent de Netflix? Et puis, de 13 à 14 heures, la culture dans tous ses états. Et nous allons recevoir un commissaire de police, 37 ans d'activité, qui va répondre à quelqu'un, vous rappelez, un certain ministre de la Justice qui disait... Non, il n'y a pas d'insécurité. Il y a simplement un sentiment d'insécurité. Eh ben, vous allez voir avec ce commissaire de police que ce n'est pas un sentiment d'insécurité. Tout le monde le sait, mais lui, il le dit, il en témoigne, il est bien placé pour ça. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. 8 ans après l'assassinat de Laura et Mauranne sur le parvis de la gare de Marseille-Saint-Charles, un hommage leur a été rendu hier par le sénateur Stéphane Ravier et quelques responsables politiques. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, André. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, je rappelle, le 1er octobre 2017, donc il y a 10 ans, presque jour pour jour, Laura Pommier, 22 ans, et Mauranne Harel, 20 ans, deux cousines, avaient été poignardées et égorgées sur le parvis de la gare par Ahmed Hanachi, un Tunisien de 29 ans, qui avait été ensuite abattu par les forces de l'ordre. L'attaque avait été revendiquée par l'État islamique. Je rappelle simplement que Mauranne était en 3e année de médecine et Laura se préparait à devenir infirmière. Donc il y a une stèle qui a été installée, qui rend hommage aux victimes d'attentats. La stèle avait été saccagée, cette stèle a été saccagée. Et puis hier, effectivement, comme vous le disiez, Maud, il y a eu une cérémonie avec un certain nombre de gens qui venaient rendre hommage, effectivement, à la mémoire de Laura et de Mauranne Harel. Et il s'est passé ceci, écoutez, ce sonore, il est tout à fait parlant. Écoutez. Un OQTF. Parce qu'on est là. Wow, ah ouais, ah non mais attendez. Ah ouais, j'avais pas compris. Vous êtes qui en fait? Enfin, un OQTF. Oui. Ah mais en fait vous êtes genre les gens qu'on n'aime pas en fait à la télé. C'est-à-dire les gens qui défendent les Français qui des gens la petite moustache et tout là au milieu là. Excusez-moi monsieur, on va y aller. Bonne journée. Ah oui, mais vous êtes carrément les gros bâtards qu'on n'aime pas. Ah, on est les gros bâtards qu'on n'aime pas? On est les gros bâtards qu'on n'aime pas? Allez. Ah ouais, mais vous êtes trop débiles. C'est les gros bâtards qu'on n'aime pas. C'est quoi? C'est les gros bâtards du Front National. Ils sont là, il y a des gens du Front National. Non. Ah, ils sont dégueulasses. T'as bien raison de venir à 6h du matin à Marseille. T'es pas le bienvenu. Vous êtes pas le bienvenu. Ah ouais, fais tes photos là quand il est 8h. Sinon, jamais de ta vie, tu mets tes pieds ici. Elle est contente. T'es contente? Bon, tiens, Olympique de Marseille. T'es contente, ma cousine?
Vous foutez la chair, bande de gros dégueulasses. Alors voilà, ça se passe en France, 12 France, pays de paix, n'est-ce pas, où tout va bien, on n'a que des sentiments d'insécurité. Ça se passe en France un 1er octobre 2025, donc des personnes qui viennent effectivement commémorer la mémoire de 2 jeunes filles assassinées, égorgées, il y a 10 ans. Il y a, oui, pratiquement 10 ans, 8 ans, pardon, exactement. Et puis voilà, quelqu'un qui entend, on entend très bien un sonore, elle parle d'OQTF. Ah bon, OQTF, parce qu'il ne savait pas très bien où il venait, ce type-là qui est là, et ah oui, OQTF, ah oui, donc vous accusez les OQTF, donc bande de bâtards, hein, gros bâtards, hein, voilà, vous êtes des gros bâtards, et vous n'êtes pas les bienvenus ici, et d'ailleurs vous êtes là le matin, mais vous croyez que si vous étiez venus un peu plus tard, vous êtes venus à 6h ou 7h du matin, vous croyez que vous avez été reçus. Et ce qui est étonnant, parce que ça dure beaucoup plus longtemps que ce sonore, donc le type, les agonies d'injures, parce qu'ils ont le front d'aller rendre hommage à 2 jeunes filles assassinées, en les traitant évidemment de bâtards, racistes, Front National et compagnie. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens disent, ah oui, non, monsieur, passez monsieur, alors, passez votre chemin, non, écoutez, non, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, et je ne veux pas généraliser, dès qu'il y a quelque chose, effectivement, qui concerne un hommage à des gens tabassés ou violés, ou assassinés, etc., quelqu'un vient carrément au moment de la cérémonie, insultés, et comme ils n'étaient pas nombreux, personne ne répond. Voilà. C'est 2 France, c'est une France et une autre, c'est 2 nations. Est-ce qu'on va bientôt parler, excusez-moi, mais je vais aller jusqu'à... Est-ce qu'on va bientôt revendiquer la coexistence de 2 États en France? Un État qui dit oui, écoutez, nous, voilà, c'est la France, et l'autre qui dit, mais c'est quoi? Vous parlez d'OQTF, bande de bâtards? Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, une petite scène quotidienne, ou presque, en France, un matin, à Gare Saint-Charles à Marseille, mais évidemment tout va très bien, Madame la Marquise, comme chacun sait. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Voilà ce qui s'est passé effectivement, et ça a été filmé par vous, je crois, Audrey Marchand. Allô, Audrey Marchand, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Bonjour. En effet. Bonjour. Vous êtes, je crois que vous êtes militante, vous êtes aussi vous appartenez au mouvement Némésis également ou pas? Alors tout à fait. Alors je suis sympathisante pour le collectif Némésis, mais si je suis venue hier pour rendre hommage à Morane et Laura, c'est que j'ai été sollicitée par Nina, qui est donc porte-parole du collectif Némésis, et également pour venir soutenir le sénateur Stéphane Ravier, qui était présent également sur place dès 7h30. Oui, tout à fait. Alors comment ça s'est passé? Parce qu'on voit, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, on n'a pas les images, évidemment, on est à la radio, on est à Sud Radio, mais ça s'est passé comment? Parce que moi, ce qui me frappe dans le court extrait qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est qu'il est là, alors on lui dit, monsieur, passez votre chemin, mais on a l'impression que lui, il continue à insulter et que personne ne bouge, peut-être parce que personne ne pouvait bouger. Alors expliquez-nous, et on va évidemment demander aussi à Jean-Marc Grafféo. Dites-nous, Audrey Marchand, comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Nous, tout simplement, nous sommes donné rendez-vous à l'initiative du collectif Némésis à partir de 7h30 pour des mesures de sécurité et également pour qu'ensuite tout le monde puisse se rendre sur leur lieu de travail. Donc nous avons également rendez-vous avec le sénateur Stéphane Ravier qui, comme chaque année, fait son dépôt de gerbes devant la stèle de Laura et Morane. Oui. Alors nous n'avons pas tout à fait commencé l'organisation, qu'assez rapidement, un individu s'est approché de nous. Oui. Et il nous a posé la question de savoir pourquoi nous étions en fait rassemblés ici. En toute transparence, nous lui avons évoqué la raison, et c'est dès le moment où le mot OQTF a été prononcé que l'individu a littéralement pété un plomb. Donc on s'est rapidement fait insulter, comme vous l'avez pu le dire tout à l'heure. Nous avons donc été traités de bâtards, de nazis, de gros dégueulasses. On nous a dit que nous n'avons rien à faire ici.
Il nous a également menacé de ramener d'autres personnes et que nous étions en fait pas courageux de venir à cette heure-ci, puisque ça aurait été un peu plus tard, il aurait ramené d'autres personnes. Oui, c'est tout à fait, c'est tellement significatif en plus. Alors, Jean-Marc Grafféo, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour, vous êtes délégué départemental de Reconquête, vous étiez là aussi. Donc, ce qui encore une fois a frappé, Audrey a répondu, mais ça s'est passé comme ça, effectivement, on voit très très bien qu'au moment où quelqu'un dit OQTF, c'est vraiment le pétage de plomb, comme vous dites. Mais en fait, c'était très violent, alors si je comprends bien, Jean-Marc Grafféo. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le collectif Némésis de m'avoir convié à cet hommage. Et la personne qui parle d'OQTF, en l'occurrence, c'est moi qu'on voit sur la vidéo. C'est moi qui suis un individu. Alors, je précise qu'il ne me semblait pas du tout être sous l'emprise de substances. Hein. Je pense que la seule emprise qu'il avait, c'était de la haine de la famille. Puisque dès qu'il a compris que c'était une cérémonie, entre guillemets, officielle, il nous a pris pour des gens du Rassemblement National, il s'est mis à nous discuter. Alors en plus, les pauvres... Attention, c'est un peu haché. Excusez-moi, Jean-Marc Grafféo, vous êtes un peu haché. Je ne sais pas si c'est notre son ou le son de... Allez-y, continuez. Ouais. Écoutez... Attendez. Oui, essayez de voir si le son marche mieux, parce que c'est très haché, voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux, là, peut-être? Oui, allez-y. Oui. Bon, donc je vous expliquais que c'est mieux, là. Rapidement, à partir par cet individu, que c'est moi qu'on voyait sur les images en train de lui indiquer que nous étions là pour rendre hommage pour Laura et Morane qui ont été pris à partie par l'OQTF. Il nous a invités. Au bout d'un moment, d'ailleurs, on ne le voit pas sur cette séquence, parce qu'il y a beaucoup d'images, mais Audrey a filmé, je crois, une autre séquence où j'en pouvais plus, j'ai explosé, et je lui ai demandé de cesser de nous interrompre et de respecter au moins 1 minute de silence pour que nous puissions faire ce qui était prévu. Mais c'était comme parler à un mur, puisque comme je vous l'ai expliqué, en fait, je pense que personne était tout simplement sous l'emprise de la haine de la France, ceux qui défendent la France. Ça a duré, je pense qu'ils ont Audrey et Jean-Marc, ça a duré longtemps. Enfin, cette séquence, vous avez pu quand même faire votre hommage comme il fallait, ou bien vous avez été obligé de vous interrompre? Alors là, dans les vidéos, en tout cas le court extrait que vous avez pu pouvoir publier, vous doutez bien que du coup ça a duré bien plus longtemps. Fort heureusement, les forces de l'ordre sont intervenues. Nous, ça nous semble une éternité. Mais lorsque nous avons commencé l'hommage, l'individu était toujours seul. Nous avons donc commencé l'hommage avec des insultes en fond sonore. Nous avons continué de nous faire insulter. Néanmoins, chaque personne présente ce jour-là sont restées dignes. Il n'y a eu aucune réponse violente de notre part. Mais c'est important de le préciser, mais l'hommage a pu se passer. Oui, mais ce qui est important de préciser, ce que vous venez de dire, Audrey, c'est qu'aujourd'hui, si on veut rendre hommage à quelqu'un d'assassiné un peu partout, il faut que les forces de l'ordre soient là, quoi. C'est-à-dire que tout hommage qu'il va y avoir, excusez-moi, c'est vrai que je suis un peu, ça me semble quand même assez hallucinant, que si on va rendre hommage de façon extrêmement pacifique, bien sûr, etc., à 2 personnes assassinées, quelque part, il faudra demander la protection de la police avant que vous y alliez, quoi. C'est ça. Exactement. Et on peut aller plus loin que ça, en fait. Tout simplement, nous venons à 7h30 tout d'abord pour pouvoir ensuite partir au travail et pour des mesures de sécurité. Mais ce qui est aussi important de souligner, c'est de se dire qu'en fait, hommage ou pas, à 7h30 du matin, à la gare Saint-Charles, il est possible de se faire agresser. Moi, j'invite toutes les personnes à se rendre sur le parvis de la gare Saint-Charles pour se rendre compte à quel point l'insécurité est présente, à quel point les rues sont sales. C'est rempli de toxicomanes. Là, on peut pas dire que cette personne était sous l'emprise de quoi que ce soit. Comme a pu le dire Jean-Marc Grafféo tout à l'heure, c'est uniquement la haine qui habite ces personnes. Il est trop facile de dire que ces gens... On trouve toujours des raisons à ces personnes-là. Ces personnes savent ce qu'elles font, elles savent exactement à qui elles s'adressent.
Jean-Marc Grafféo, vous en tirez quoi comme conclusion ? Vous êtes allé là-bas effectivement, en tant que membre de Reconquête notamment. Mais qu'est-ce que ça dit de notre société ? On va en parler beaucoup. On va en parler avec Jules Laurence, le magazine Frontières. On va ensuite recevoir avec Céline Alonso, un commissaire de police qui a fait un livre remarquable et passionnant sur l'insécurité justement qui règne. Et c'est pas nouveau, hein. C'est pas depuis quelques années. Ça fait quand même quelques décennies. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion, Jean-Marc Grafféo ? Eh bien, j'ai envie de dire que la citation attribuée au ministre, dont j'ai oublié le nom, qui était deux peuples qui vivent aujourd'hui côte à côte et peut-être demain face à face. Oui, c'est l'ancien ministre et le maire de Lyon, Gérard Collomb, voilà. Oui, oui. J'ai envie de dire que cette citation me semble terriblement prémonitoire. On voit à plusieurs reprises que lorsque on souhaite rendre des hommages, on est perturbé par ce genre d'individus. Je ne sais pas si André, vous connaissez un petit peu la gare Saint-Charles. Oui, je la connais bien même. Mais vous voyez, lorsque vous sortez de la gare Saint-Charles, vous êtes un touriste, vous arrivez à Marseille, vous voyez d'abord la bonne mère qui vous accueille, et puis très vite vous déchantez, parce que dès que vous descendez ces magnifiques escaliers, vous arrivez direction de la Canebière, boulevard d'Athènes, et là, en fait, vous vous rendez compte que plus personne ne parle une langue latine. Voilà. Et c'est à 300 mètres de Belzins, là où il y a quelques semaines, un étranger qui a attaqué plusieurs personnes au couteau avant d'être abattu. Ouais. C'est un quartier qui est totalement grand remplacé. D'ailleurs, peut-être que vous avez entendu le maire Benoît Payan qui vous disait qu'il n'y avait aucun lien entre l'immigration et la délinquance. Oui, bien sûr. Je rappelle que 67% des faits de délinquance dans le centre-ville sont le fait d'étrangers. Hein. Donc, ces chiffres-là, c'est pas un parti pris, c'est la réalité. Et cette réalité, ça montre quoi ? Ça montre évidemment une surreprésentation des étrangers dans les crimes et délits. Voilà. Et c'est quand même plus que préoccupant, encore une fois, qu'on soit obligé de raconter pratiquement quotidiennement, je ne veux pas exagérer, mais quand même, que ceci se passe et que ceci devient, c'est même pas un fait divers, fait de société, etc., peu importe, que on se fasse, qu'on aurait besoin, je répète encore une fois, que bientôt on aura besoin pour faire n'importe quel hommage, etc., qui rentre pas dans les purs du politiquement correct ou de la doxa, on sera obligé de faire appel à la police. C'est ça. On va mettre un policier derrière chaque citoyen. Enfin, encore une fois, il y a quelque chose qui est totalement indigne dans ça. Voilà, on dit au QTF, non, il faut plus dire au QTF, d'ailleurs, c'est bien l'invisibilisation des mots. Et voyez, ce que je veux dire, c'est juste, je termine là-dessus, ce type qui vous a insulté, etc., eh ben, il est comme un certain nombre de médias, je ne citerai pas les noms, mais j'en parlerai dans cette émission, où il s'agit de changer les mots, à la Orwell, Orwell, merci Orwell, de changer l'essence des mots et surtout de ne pas utiliser certains mots. Merci Jean-Marc Grafféo, merci Audrey Marchand et continuez surtout. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors, ce qui se passe aujourd'hui et qui est tout à fait extraordinaire, c'est on passe au drapeau, je crois, hein, c'est bien ça. Non, mais justement... On passe à l'enquête de Frontières, On passe à l'enquête André. de Frontières, absolument, oui. Non, parce que comme ça n'avait pas été... Alors, enquête de Frontières, Jules Laurence, bonjour. Bonjour, André. Oui, on est un peu ce matin. Je suis un peu... je vais vous dire... En fait, je ne devrais pas être comme ça, mais moi, chacun est ce qu'il est. Ce genre de choses qui se passent me rend vraiment plus qu'en colère, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse accepter ça, que ça puisse devenir quelque chose de normal. Alors, on parle du magazine. Alors, je le montre, Frontières. Alors vous y êtes pas allé de main morte, hein. Voilà. Frontières, collabo, ces mères complices de l'islamisme. Alors, ces mères complices de l'islamisme, alors Jules Laurence, est-ce qu'à Frontières, vous n'allez pas un peu loin ? Parce que, pourrez vous dire, oui, attendez, collabo, c'est quand même un mot lourd, un mot qui
qui traîne, ce qui veut dire, hein, les heures les plus sombres, etc. Donc, est-ce que vous ne versez pas dans le travers que souvent vous reprochez, qu'on peut reprocher à vos adversaires, qui vous traitent ou de nazis, ou de fascistes, ou etc. Parce que on pourrait vous dire, oui, d'accord, attendez, ces maires, oui, d'accord, mais il y a dans leur... c'est pas... La France étant ce qu'elle est aujourd'hui, il y a un certain nombre de musulmans, il y a plusieurs... voilà, ils sont quand même très nombreux, et on voit pas pourquoi ils ne s'occuperaient pas, les maires de cette population musulmane, comme ils s'occupent des autres. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, André, en 2020, le ministre Gérald Darmanin, à l'époque, ministre de l'Intérieur, avait dit et déclaré que la France était en guerre face à l'idéologie islamiste. Et vous savez, dans une guerre, il y a ceux qui s'opposent, qui s'affrontent, et il y a ceux qui collaborent, ceux qui permettent que l'idéologie islamiste, finalement, s'installe sur notre territoire. Évidemment que chez Frontières, on a tout à fait conscience qu'il y a des communautés musulmanes dans des municipalités, qu'il est normal, paisiblement qu'elles puissent prier, avoir des mosquées. Simplement, nous dénonçons les maires qui font du zèle, les maires qui justement permettent à certains islamistes d'obtenir du pouvoir à l'intérieur des municipalités et qui, par leurs actions, rendent des faveurs afin d'obtenir des voix, ce qui s'appelle le clientélisme. Et c'est tout l'objet de ce magazine, c'est de prouver, vous savez, on en parle depuis des années de ce clientélisme des maires. A fortiori, on va beaucoup en parler au municipal de 2026 parce que vous savez que la France Insoumise a décidé de passer d'une politique nationale à une politique municipale. Elle rentre dans la course des municipales. Et finalement, cette question... Elle compte sur cet électorat. Elle compte énormément sur cet électorat. Et finalement, depuis 2 ans, on a des maires qui se préparent à se voir être confrontés par la France Insoumise, qui font des faveurs à leur communauté musulmane, cherchent justement à obtenir des voix. Et on a prouvé comment ça se passe un peu à travers à la fois des échanges, des dons, tous les mécanismes qui font que des maires réussissent à obtenir des faveurs et des votes en l'échange de quelques petits accords ou qu'on dira à commandement raisonnable. Oui, vous voulez dire, il est avec le ciel des accommodements, comme disait un certain Molière dans sa certaine pièce Tartuffe. Tartuffe est bien là en ce moment. Exactement. Tartuffe est très très vivant, on peut le dire. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet, parce que il faut le dire, moi, Frontières fait des enquêtes remarquables. Il y a eu un certain nombre de numéros sur le LF, sur la France Insoumise et d'autres, et vous faites vraiment des enquêtes tout à fait poussées. Et on souhaiterait d'ailleurs qu'il y ait un peu partout dans les médias des enquêtes poussées comme cela. Alors, donnez-nous, prenons 1 ou 2 ou 3 exemples, Jules Laurence, dans telle ou telle mairie, puisque vous parlez de ça, et évidemment, je dis ça, si les maires ont envie de répliquer ou de répondre, ils sont les bienvenus, l'antenne leur est ouverte, bien sûr. Tout à fait, et puis je précise que moi, dans le cadre de mes enquêtes, j'ai contacté tous ces maires, dans le principe, vous savez, du contradictoire journalistique, à chaque fois. Moi, j'explique d'abord comment j'ai travaillé, finalement, j'ai récupérer un nombre des milliers de décisions dans les conseils municipaux. Vous savez, vous êtes allé enquêter dans les conseils municipaux. Exactement, grâce à une boîte de data analyse qui m'a permis en fait de remonter toutes ces décisions. On a utilisé des mots-clés, ce qui nous a permis finalement de repérer des maires qui depuis 2 ans sont très zélés finalement dans les décisions qui vont avoir permis de construire des mosquées, les bails amphithéotiques, les dons reçus. Et donc on est allé voir à la fois évidemment en Île-de-France, mais à la fois aussi, vous savez, là où on n'y pense pas, là où on ne voit pas trop, par exemple en Haute-Savoie, dans le Grand Ouest, là où aujourd'hui on a de nouveaux électorats musulmans qui se développent. Alors je vais prendre des cas très précis pour être très concret. Un premier cas d'échange vraiment de clientélisme, un cas clinique, c'est la ville de Poissy. Dans la ville de Poissy, la maire a décidé d'accorder un bail amphithéotique à l'association des musulmans de Poissy. Rappelez ce qu'est un bail amphithéotique. C'est en fait la possibilité d'avoir le droit sur une location. C'est-à-dire c'est un quasi-propriétaire. 50 ans ou 90 ans. 99 ans en l'occurrence. C'est un quasi-propriétaire finalement. Oui, il a 100 ans, voilà. Et pour contre quoi ou pour quelle somme? Et c'est là que c'est très intéressant. Finalement, le bail amphithéotique a été donné pour 99 ans, pour la somme de 1 euro, ce qui en somme déjà n'est pas possible, n'est pas légal finalement, pour une association cultuelle, je le rappelle. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai pu en fait remonter et accéder à un document qui est un mail qui avait été envoyé quelques mois auparavant par cette même association qui a reçu le bail amphithéotique, qui s'adressait à la mairie. Et l'association exprimait le fait d'être très heureuse, d'avoir une maire très concernée par la préoccupation des considérations des musulmans localement, mais surtout, elle expliquait qu'elle serait, dans le cadre où elle aurait une faveur vis-à-vis du bail amphithéotique, eh bien elle mobiliserait sa communauté pour aller voter lors des prochaines élections municipales. On est sur un cas clinique. C'est écrit dans le mail. J'ai récupéré le mail.
je le mets à l'intérieur du magazine, on le diffuse aussi également sur les réseaux sociaux, et ce mail-là, cet échange, on voit que finalement la mairie l'a accepté, puisqu'elle a même donné le bail amphithéotique pour 1 euro. C'est-à-dire qu'elle pouvait pas faire mieux finalement. Et donc là, on a un cas clinique, on a une preuve d'un échange de faveurs entre une association cultuelle qui va donner des voix et une maire qui finalement va donner un local pendant 99 ans. Donnez-moi le terrain, je vous promets d'être très gentil avec vous pour les municipales. Et c'est exactement ça. Et alors là, évidemment, on peut se dire qu'on est encore finalement en Île-de-France. C'est des cas, donc c'est un cas évidemment qui est très grave, hein, c'est un cas clinique qui est très grave. Mais c'est des cas qui paraissent parfois encore évidents finalement pour les personnes qui écoutent. Oui, mais déjà que ce soit évident parce qu'on est en Île-de-France, c'est quand même, c'est absolument dramatique. Quand même significatif. Disons. Mais ce qu'on a essayé de faire aussi dans cette enquête, comme je vous dis, c'est de voir les autres modalités. Tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. On a par exemple, encore une fois... Donnez-nous comme ça des cas concrets. Des cas très concrets. Et surtout, ce sont des mécanismes auxquels on ne s'attend pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'est un cas, je ne l'ai vu nulle part ailleurs. J'ai interrogé beaucoup d'amis juristes, des personnes à la Cour des comptes et autres. Ils m'ont tous répondu qu'ils n'avaient jamais vu ça. C'est à Éragny-sur-Oise, nous sommes encore en Île-de-France. Éragny-sur-Oise, oui. Exactement, il y a un maire LR qui s'appelle Thibaut Humbert, qui d'ailleurs s'était à la base beaucoup engagé sur l'affaire Samuel Paty. C'est pour ça que j'ai été particulièrement étonné par ce qui s'est passé localement. Il y a une association des musulmans de Éragny-sur-Oise qui, en 2022, a fait un don de 3 000 € à la municipalité. Donc c'est-à-dire qu'une association cultuelle a fait un don de 3 000 €, comme ça, gracieusement, à la municipalité. Ce qui est leur droit. Ce qui est leur droit. Simplement, vous savez qu'un don, il ne doit y avoir aucune faveur en échange. Le don doit être désintéressé. Ça s'appelle un don. Oui, ça s'appelle un don. Normalement. Et finalement, lorsqu'on se penche sur ce que fait le maire depuis, on se rend compte que le parking de la mosquée, désormais, sera à l'utilisation exclusive maintenant des musulmans, ne sera qu'au prix de 1 €, alors qu'il était à la base accessible pour tous. On se rend compte également que le loyer de la mosquée n'est pas très cher, et 300 €, ce qui n'est pas illégal, mais ce qui est encore une fois une certaine faveur, et surtout que ce parking de la mosquée, qui est désormais depuis 2024 au coût de 1 € pour... Vous voulez réserver la population musulmane. Exactement. En fait, il l'a sorti de la propriété du domaine public. Il l'a déclassifié. Il l'a dit, il est exclusivement pour les personnes maintenant de la mosquée. Alors qu'à la base, tout le monde pouvait utiliser ce parking. Ça, et ce parking qui, en plus de ça, est utilisé pour 1 €, eh ben, il y a énormément de problèmes de voisinage. Parce qu'il y a les musulmans de Conflans-Sainte-Honorine, les musulmans de Éragny-sur-Oise qui viennent tous se garer à cet endroit-là. Les riverains en ont marre, et pourtant le maire continue de louer pour 1 € ce parking-là. Et donc on peut pas s'empêcher de se dire que tout de même il y a un petit imbroglio local, et que il va un peu fermer les yeux parce que il y a 2 ans, il a quand même reçu un don de 3 000 € de la part d'une association cultuelle. Et ça, c'est un fait rarissime. Parce que si aujourd'hui des associations cultuelles, j'insiste bien, pas culturelles, pas culturelles, mais cultuelles. Exactement. Donc des associations de mosquées se mettent à faire des dons à des municipalités, on va aller maintenant dans une logique où, parce que pour Éragny-sur-Oise, 3 000 € c'est beaucoup. On va aller maintenant dans une logique où en fait les maires vont accepter de l'argent qui vient aujourd'hui des associations, et vont en échange faire des faveurs. Des associations musulmanes ou pas musulmanes, ou n'importe quelle. Vous voulez dire en fait c'est du lobbying, quoi. C'est une sorte de lobbying. Et si maintenant on sort de l'Île-de-France, parce que c'est ça aussi qui est absolument fascinant et intéressant, nous on s'est attaché à tout ce qui est ville moyenne, petite ville, aller regarder ce qui se décide en France, là où vous savez la presse ne le relève jamais. Et par exemple, j'ai des cas dans ce qu'on appelle la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, on n'est pas, a priori, on se dit pas qu'il va y avoir du clientélisme en Haute-Savoie. Pourtant, par exemple, dans une commune qui s'appelle Saint-Julien sur le Gennevilliers, vous avez... en Haute-Savoie, ça. C'est en Haute-Savoie. Vous avez une maire qui s'appelle Véronique Lecochois, qui, depuis 10 ans, sur place, il y avait un imbroglio sur la cession d'un terrain. Finalement, ça devait revenir à la base à une mosquée. Ça devait ensuite revenir à des entreprises. C'était acté que ce soit pour les entreprises. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, localement, 160 musulmans de la mosquée ont investi le conseil municipal, se sont mis contre les murs et ont fait pression sur la maire pour qu'elle décide de finalement donner le terrain à la mosquée. La maire, sentant aussi les élections arriver, peut-être aussi par peur de sa pression, la pression de cette communauté musulmane, a décidé de finalement, il y a 1 an, de donner le terrain à la mosquée. Donc vous voyez que
quand on parle aussi d'islamisme, c'est-à-dire qu'il y a des cas, parfois on parle juste d'islam, avec des comportements qui simplement, il y a une pression démographique, mais les mères s'adaptent. Mais là, on parle aussi d'islam conquérant, c'est-à-dire de personnes qui sont d'islamisme politique, d'islamisme radical. Qui sont capables de rentrer finalement dans un conseil municipal pour finalement faire pression sur la maire et dire que finalement le terrain, il va revenir à la mosquée. Alors Jules Laurence, pour parler général, est-ce que l'évolution, parce qu'on connaît effectivement les chiffres par rapport il y a 20 ans ou 25 ans et aujourd'hui, le nombre de terrains, que ce soit mosquées, etc. Mais encore une fois, après tout, une population a le droit, si elle est croyante, d'avoir ses terrains de croyance. Mais ces maires-là, ils se sont multipliés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de ça depuis à peu près 20 ans, 25 ans, vous savez très bien, on parle des territoires perdus de la République. Les fameux. Les fameux, voilà, perdus pour certains et gagnés pour d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, donc ça fait vraiment 20 ans qu'on en parle, même un peu plus, est-ce que le paysage, aujourd'hui, on peut dire, c'est encore plus fragmenté, a plus éclaté qu'il était? Il y a un chiffre qui est très parlant, André. Vous savez, en 1965, il y avait 5 lieux de culte musulmans. En 1965 ouais. 5 lieux de culte musulmans. Nous en avons aujourd'hui 2800. Il y a une pression démographique inhérente aujourd'hui sur notre territoire. Et je tiens à préciser que dans cette enquête, c'est une enquête qui est transpartisane. C'est-à-dire qu'on peut aller des LR jusqu'au Parti communiste français. C'est pas la gauche d'un côté, la droite de l'autre. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, l'islamo-droitisme, et on pourrait même parler d'islamocentrisme pour certains. Et donc c'est un phénomène qui est tout à fait transpartisan, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui à un moment, c'est un véritable tabou ça André, des personnes qui en fait face à la communauté musulmane qu'ils ont sur place, s'adaptent finalement à l'islam. Ce n'est plus l'islam qui s'adapte à la société française, ce sont les communautés et les maires qui s'adaptent à l'islam et à la pression démographique sur place. Mais c'est par pur... Alors, vous avez quand même enquêté très fort avec votre équipe, Jules Laurence. C'est par pur clientélisme ou il y a aussi autre chose? Ou est-ce que c'est par exemple par peur, par dire attendez, pas de vague, c'est pas la peine de provoquer des problèmes. Bon, et puis s'il y a une patate chose, on verra. Moi, j'ai envie d'être élu, puis on verra après. Est-ce qu'il y a quand même, à part le clientélisme, mais c'est lié, peur, résignation ou cynisme? Vous savez, il y a même de la naïveté et aussi le fait que certains ne sont même pas formés, c'est-à-dire ou parfois certains ont même méprisé ce sujet de l'islamisme. Par exemple, la maire d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chomeil, une maire Horizon. Finalement, elle a accepté la construction d'une très grande mosquée en 2024 sur son territoire. En soi, elle a le droit. Simplement, elle a caché à ses conseillers municipaux que c'était quand même une gigantesque mosquée qui allait être créée. Mais regardez pourquoi est-ce que je vous parle de naïveté. Elle a, depuis des années, loué un local à ce qu'on appelle une association culturelle qui est une madrasa, qui est en fait une association qui permet... Madrasa, c'est école en arabe. Exactement, qui permet d'apprendre l'arabe et autres. Et dans cette école, il y avait des intervenants de l'IESH qui venaient donner des conférences, donc cette fois-ci religieuses. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce local, il était loué gratuitement. Et donc, vous n'avez pas le droit de louer gratuitement aujourd'hui dans le droit français une salle pour des conférences religieuses. Vous pouvez le faire à titre culturel. Laïcité. Exactement. Et donc, à la fois, vous avez donc des intervenants religieux qui sont venus dans ce local parce qu'il n'y a pas de surveillance de la maire, parce qu'elle s'en fiche, parce que presque ce sujet, voilà, ça lui passe au-dessus. Et voir, elle a peur, elle n'a pas envie de se mettre sa communauté musulmane à dos. Mais en plus de ça, c'est des intervenants qui viennent de l'IESH. C'est tout de même un institut qui a été aujourd'hui fermé par Bruno Retailleau pour ses liens avec l'islam radical. Rappelez, c'est l'union... C'est l'institut... je n'ai plus, ça va être compliqué. Les sciences humaines. Et donc, cette mère d'Albi, entre parenthèses, il y a une des plus belles cathédrales de France et d'Europe. Le symbole est terrible. La cathédrale est magnifique, Saint-Denis. Mais donc, elle a été interpellée pour ça. Est-ce que les gens réagissent là-dessus? Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement nous on a relevé l'affaire, donc effectivement elle a dû de nouveau en fait faire repayer ce local qu'elle ne faisait pas payer. On a eu très peu de réponses du côté de Horizon quand on va leur parler parce qu'on sent bien que le sujet est sensible. On a un conseiller d'opposition, RN, qui est monté aussi au créneau dans cette affaire. Mais il faut le dire, quand je vous dis que certains sont dépassés par ce sujet, c'est vrai. Il y a une certaine naïveté vis-à-vis de l'islamisme, il y a une méconnaissance. Et c'est tout l'objet de ce travail, c'est de montrer comment en fait il y a des mécanismes et il y a en fait des façons de faire pour les islamistes aujourd'hui de s'introduire dans les municipalités, de marchander. Je vous prends un autre exemple. Il y
cas à Clichy-sous-Bois. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est passé par le gouvernement, un proche de Macron. Il a été ministre du logement, il a été également ministre délégué contre le racisme et l'antisémitisme. Et cette personne qui s'appelle Olivier Klein, qui est quelqu'un qui a marché d'ailleurs dans la marche, vous savez, contre l'islamophobie, et bien finalement, il loue, vous savez, des salles régulièrement pour des associations musulmanes, cultuelles, donc de à la fois Montfermeil et à la fois Clichy-sous-Bois. Sauf que si vous regardez les tracts en fait de ces associations, ce sont des associations qui voilent les jeunes filles, les petites filles de 5 à 7 ans. Et c'est ça qu'il accepte finalement, cette personne qui luttait, vous savez, contre le racisme, l'antisémitisme pour le président Emmanuel Macron. De la main droite, on fait ça, et de la main gauche, on fait le reste, quoi. Vous avez tout compris, c'est exactement ça. Alors, écoutez, Frontières, lisez-le, renseignez-vous, que vous soyez d'accord ou pas. Ça vaut le coup vraiment de savoir ce qui se passe. Vous savez, le réel frappe à la porte et quelquefois il l'enfonce. Ces maires complices de l'islamisme. Merci Jules Laurence. Merci beaucoup André. Ces États, midi 14h. André Berkoff. On garde à vous, Maud. Oui, alors pas tout à fait. Sur la Marseillaise, éventuellement. André, depuis le mois d'août, de nombreux Britanniques ont décidé de pavoiser leur domicile avec des drapeaux anglais. Donc, certains y voient un acte de patriotisme, d'autres un acte de racisme. Oui, Maud, vous savez, on en a beaucoup parlé dans ces émissions, notamment vous, à qui est arrivé quelque chose, vous avez raconté. Aujourd'hui, il semble que, par exemple, arborer un drapeau français, que ce soit dans la rue, sur son balcon, à sa fenêtre, etc., est devenu un signe d'extrême droitisme. On ne sait pas ce que c'est, mais ça ne fait rien. On en parle. C'est l'auberge espagnole du fantasme. Allez, à la droite d'Adolf Hitler, peut-être. Et on dit ceci, et quand dans les journaux français, je parle d'un journal dit de référence, je ne sais pas s'il est de déférence ou de déchéance, mais enfin c'est Le Monde, et regardez ce que Le Monde a parlé du mouvement des drapeaux. Alors vous savez qu'il y a effectivement un mouvement qui s'appelle Operation Raise the Colors, lever les couleurs, qui encourage des groupes à arborer des drapeaux anglais ou britanniques dans l'espace public. Je rappelle que ça se fait dans tous les pays du monde. Je rentre d'Asie, j'ai fait 3 pays d'Asie. Les 3 pays d'Asie aborderaient leurs drapeaux, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis, n'en parlons pas, etc. Eh bien, voici ce qu'écrit Le Monde, journal sérieux quand même, journal de référence. Voilà le titre. Et je vous donne le chapeau. Au Royaume-Uni, le mouvement des drapeaux exacerbe les tensions sur fond de montée de l'extrême droite. Et ensuite, toujours Le Monde, le phénomène de pavoisement des villes britanniques aux couleurs de l'Union Jack ou de la Croix de Saint-Georges s'inscrit dans un contexte de radicalisation d'une partie de l'opinion publique exacerbée par les réseaux sociaux et des médias réactionnaires. C'est-à-dire aujourd'hui qu'arborer le drapeau de son pays devient vraiment, je dirais, frapper du sceau de la famille. Voilà, vous êtes sulfureux. Comment vous voulez adroper votre propre drapeau? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. On ne veut voir qu'un certain nombre de drapeaux de pays en guerre ou en opposition, etc. Les autres, mais non, vous n'existez pas, vous n'avez rien à dire. Encore une fois, invisibilisation. Encore une fois, absolument culpabilisation, excuses et compagnie. C'est quand même formidable qu'un journal comme Le Monde en arrive à dire que si des Anglais ont envie d'arborer le drapeau anglais, d'ailleurs, ils sont en Angleterre, il faut le savoir, arrêtés par la police. Et je vous assure que je ne vous raconte pas des histoires, vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, un certain nombre d'Anglais qui, dans une manifestation où il y a des drapeaux sri-lankais ou palestiniens ou israéliens ou etc., eh bien, eux, s'ils portent le drapeau anglais, ils se font arrêter. Je dis bien arrêter. Donc voilà où on en est, c'est intéressant. Depuis ce matin, on parle du côte à côte et on parle du face à face. On doit dire qu'on n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas? Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. La plateforme Netflix est dans la tourmente depuis quelques heures à cause d'un certain Elon Musk. Oui, alors Elon Musk, il fait toujours parler de lui, etc. Et lui, alors, il est arrivé. Alors, c'est Elon Musk, on le présente pas, SpaceX, etc. Il a la bagatelle de, je ne sais pas combien, 200 millions d'abonnés. Enfin non, 20 millions d'abonnés, pardon, de 20 millions d'abonnés, ce qui est déjà pas mal à sa plateforme, à son X, puisque c'est lui qui possède Twitter X. Eh bien, il a écrit: annulez Netflix, cancel Netflix pour la santé de vos enfants. Alors pourquoi ?
Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, écoutez, Netflix lance une série qui s'appelle Dead End Paranormal Park. Eh bien, on voit très très bien qu'est-ce qu'il y a là-dedans. J'ai regardé, c'est vraiment destiné aux enfants de 3 à 7 ans. Et on voit 2 parents gays avec un petit enfant, mais oui, tu as le droit de choisir ton sexe, homme, femme, etc. Tu as le droit de choisir. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est encore une fois, des spectateurs de l'âge de 7 ans, on leur apprend tranquillement, en tout cas on leur transmet l'idéologie du genre. La biologie, ça n'existe plus. Tu peux être homme, femme, sol pleureur, fourmilier, tamanoir, ou ce que tu as envie. Voilà. Ça, c'est Netflix. Et puis, je ne parle pas du reste, et ça, il n'y a pas que Netflix, en France aussi, où aujourd'hui, d'abord, comme vous le savez, je rappelle quand même que ça suffit, comme disait l'immortelle Delphine Ernotte, plus de mâles de blancs de 50 ans à France Télévisions. Il y en a trop. Il faut effectivement tailler dans tout cela. Eh ben, chez Netflix, c'est la même chose. Absolument, les minorités. Très bien, mais vive les minorités. Il n'y a aucun problème. Au contraire. Mais que les minorités soient les seules qui puissent être victimes, qui soient les seuls, effectivement, sur lesquels on fait des films d'ailleurs qui se cassent la gueule de manière assez extraordinaire en ce moment, on le sait, donc ça suffit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se disent, on veut bien nous culpabiliser, on veut bien nous traiter de tous les noms, on veut bien, nous, pauvres majorités, enfin de moins en moins majoritaires, mais à un moment donné, vous savez, le masochisme, ça devient quelque chose qui n'est pas forcément très sain. Alors voilà, Netflix, juste je finis avec ça, a perdu des millions d'abonnés depuis déjà quelques jours et la tendance s'amplifie. Donc est-ce que c'est un retour de balancier ? Qui vivra verra.